Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres, c'est dans un instant. Dans l'actualité ce soir, plainte contre plainte, l'opposition et Franck Timis engagent la bataille du pétrole au tribunal. Vous entendrez dans cette édition les déclarations de Manko Watu Sénégal et de Maître Elas Diouf. Y a-t-il un rapport entre le débat sur le pétrole et les prochaines élections législatives? Sommes-nous déjà en campagne électorale? Pourquoi ce durcissement? Nous poserons toutes ces questions à notre invité. Il s'agit de Momarsi Nindia, analyste politique. Le siège du parti Réumi saccagé, il y a un blessé grave et plusieurs dégâts matériels. Des nervis ont semé la pagaille lors d'une réunion convoquée par des partisans d'Idrissa Seck. Une équipe de la 2STV était sur place pour tenter de mieux comprendre. Ils sont plus de 2000 à errer dans les rues. Qu'est-ce qui explique le nombre élevé de malades mentaux? Y a-t-il un lien avec la drogue? Enquête à suivre dans cette édition. Et enfin, au Mali, les circonstances de la mort de Cheikh Aoussa restent incertaines. Le numéro 2 et chef d'état-major général du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad a été tué hier. Il est mort dans l'explosion de sa voiture. Voilà pour le sommaire. C'est fait, Maître Elas Diouf a déposé sa plainte contre 11 personnes dans l'affaire Petrotim. Vous le savez, l'avocat défend l'homme d'affaires Franck Timis. Maître Diouf porte plainte pour diffamation et association de malfaiteurs. Selon lui, ces personnes regroupées autour de l'opposition et de certaines ONG veulent jeter le discrédit sur la famille du président Sall. Nous l'écoutons avec Ibrahim Djedjou. Cette plainte, qu'est-ce qui justifie cette plainte? Trop, c'est trop. On a laissé depuis quelques jours des gens raconter des histoires, mentir, manipuler l'opinion, comme si eux étaient le peuple sénégalais dont les noms suivent. Malick Gakou, Monsieur Poussière, Malick Ndiaye, qui maintient à la télévision qu'en disant que Aliou Sall est un employé, et il enfonce la famille Sall est mouillée. La famille Sall ne doit pas travailler. L'opposition qui dit attendre Franck Timis de pied ferme. Réunion cet après-midi autour d'une coalition ou de la coalition Manko Watu Sénégal. Les détracteurs du pouvoir s'opposent contre toute idée de report des élections législatives. Pour plus de détails, vous pourrez entendre dans quelques instants, c'est-à-dire tout à l'heure, les explications du coordinateur du Parti démocratique sénégalais, par ailleurs porte-parole du jour de Manko Watu Sénégal, au micro de notre stagiaire Koumba Guissé. En attendant, sachez tout simplement que tout est parti d'une déclaration de l'ancien président Abdoulaye Wade. C'est le pape du Sopi qui avait cité nommément le frère du président dans cette affaire de pétrole. Un débat qui devient de plus en plus complexe. Plusieurs personnalités de l'État se sont prononcées sur cette affaire de pétrole, notamment le Premier ministre. Des explications qui malheureusement n'ont pas pu convaincre l'opposition qui a décidé, comme Franck Timis, de porter plainte. Les explications de Moussa Sen. Affaire Petrotim ou affaire Aliou Sall et le pétrole de l'aube à Timis. Affiche l'Observateur. La polémique sur le pétrole s'enflamme et elle n'est pas prête de s'éteindre. L'homme d'affaires australo-roumain porte d'aujourd'hui plainte par le biais de son conseil Maître Elas Diouf contre 21 personnalités sénégalaises. Mais Franck Timis, décrit par les opposants comme un homme d'affaires peu scrupuleux. Tenez-vous prêts pour un nouveau feuilleton judiciaire. Les leaders de l'opposition sénégalaise menacés de plainte par l'homme d'affaires Franck Timis peuvent compter sur le soutien de certains avocats sénégalais déterminés à faire éclater la vérité dans l'affaire des contrats pétroliers du Sénégal. Prêt à croiser le fer avec Timis devant les juridictions du monde entier. Parmi eux, Maître Abdoulaye Tine, avocat au barreau de Paris. Maître Tine minimise et indique que les stratagèmes et intimidations resteront impuissants à briser l'élan des Sénégalais à vouloir exiger toute la vérité dans cette affaire d'intérêt national. La tribune renchérit à sa une Timis en plein jeu, là où l'AS affiche affaire Petrotim, Timis lance l'assaut.
et Sud Quotidien polémique autour des contrats pétroliers et gaziers. Ndene invite Macky à briser le silence. Pour sa part, le Témoin révèle que Timis dépose sa plainte aujourd'hui et pour ce... À la une du quotidien L'Enquête sont d'autres titres traitant cette affaire du jour pour laquelle d'autres publications ont choisi de recueillir l'avis de certains opposants. C'est dans ce créneau que s'inscrit le quotidien avec ce titre Malick Gakou sur les menaces de Franck Timis, c'est de la poussière. L'ancien Premier ministre sous le président Wade Souleymane Ndéné Ndiaye demande au président Macky Sall de s'expliquer sur la question des contrats pétroliers et gaziers. Les Sénégalais ont-ils raison de se poser des questions? Mieux, le chef de l'État ne devrait-il pas faire le privilège de parler pour sa famille du moment que ça concerne son frère Alioune Sall? Comme par le passé, conclut-il, les Sénégalais contribueront à exiger la vérité et la transparence dans cette affaire d'intérêt public. Pour faire la lumière sur l'affaire Petro-Tim, l'Alliance pour la citoyenneté et le travail ACT ne compte négliger aucune piste. En effet, l'ancien Premier ministre et ses camarades ont adressé une lettre à Andrew English Cho, Cosmos Energy, pour lui demander des explications sur les conditions de l'octroi du permis d'exploration. Franck Timis a notamment confirmé le rôle de Alioune Sall dans l'attribution des permis pétroliers à ces sociétés ainsi que son statut actuel comme employé rémunéré par la société. En attendant la suite des événements, wait and see. Wait and see, Moussa Sen. Vous l'avez dit, on va s'arrêter un instant pour recevoir sur ce plateau notre invité. Il s'agit de Momar Ndiaye, analyste politique. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, cher. On a l'impression que ça va dans tous les sens maintenant. Oui, évidemment, c'est un feuilleton d'affaires qui probablement aura des prolongements assez graves sur le terrain politique. Et il est dommage qu'il en soit ainsi parce qu'on aurait pu effectivement éviter d'engager dans cette nouvelle culture du pétrole dans des conditions aussi désastreuses. C'est-à-dire, comment faudrait-il faire alors dans ce cas? Est-ce que Franck Timis fait bien ou bien il rajoute tout simplement on va dire, de l'huile sur le feu? Non, mais de toute façon, Franck Timis, en tout cas, ne peut pas convaincre les gens qui sont censés, et surtout qu'on ne peut pas s'attendre de Franck Timis qu'il ne fasse autre chose que ce qu'il a fait, c'est-à-dire défendre Alioune Sall. Ce serait vraiment le monde à l'envers s'il venait à accuser Alioune Sall alors qu'ils ont partie liée dans cette affaire. Donc, c'est pourquoi moi, je n'accorde pas beaucoup d'importance à ce qu'a dit Franck Timis. Surtout que, évidemment, il y a plein de contradictions dans ce qu'il a dit. Et dans tout cela, la position du chef de l'État, comment devrait-il se tenir devant cette affaire? Le président n'est pas dans une position très confortable. Il est en communication, on appelle ça une sorte de communication paradoxale, où tout ce qu'il dit peut effectivement se retourner contre lui, pour la bonne et simple raison qu'il y a une charge émotive dans ce dossier, c'est son frère, pour la bonne et simple raison qu'il a effectivement signé avec le Premier ministre Abdoul Mbaye ce fameux décret, et que ce fameux décret aujourd'hui est à la base de tout, alors qu'il aurait pu, semble-t-il, écouter les instructions, en tout cas, ou les conclusions de l'inspection générale d'État, qui lui aurait demandé de ne pas le signer, en tout cas de ne pas apposer sa signature dessus. De ce point de vue-là, effectivement, cela met le président dans une situation difficile, c'est-à-dire son frère est entre ce qu'on appelle un délit de fratrie et un délit d'initié. C'est-à-dire c'est le frère du président et peut-être pour cette raison, vrai ou faux, il aurait eu peut-être des informations assez stratégiques qui sont à la base aujourd'hui de sa position très critique d'aujourd'hui. Doit-il parler dans ce cas pour éclairer De toute façon, le président, quoi qu'il dise, il est dans la même logique que Franck Timis. S'il parle, il aura l'impression de protéger son frère. Donc, il n'a pas intérêt à parler. Parler pour dire quoi? Ce que le président devrait faire, à mon avis, c'est tout simplement créer une autorité indépendante qui enquêterait sur ce dossier, qui lui donnerait toutes les informations et de publier un livre blanc là-dessus. C'est-à-dire de dire, voilà le fruit des enquêtes. Si ce n'est pas une commission parlementaire, parce qu'apparemment les gens doutent un peu de l'équilibre que pourraient avoir des députés, il aurait intérêt, à mon avis, à désigner une commission parlementaire ou une commission d'enquête indépendante qui irait très loin dans le dossier, qui va fouiller jusque dans les états financiers, jusque dans les contrats, parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans les contrats. On parle de contrats d'affermage, de femmes out, alors qu'en réalité, ici, les puits appartiennent au Sénégal. Quand on est dans une logique où, effectivement, le propriétaire, c'est l'État, l'exploitant n'est bénéficiaire que d'une licence d'exploitation, il ne peut pas être propriétaire, ou en tout cas, d'après les spécialistes que j'ai contactés là-dessus, il ne peut pas être propriétaire parce qu'il exploite une licence. Alors, on nous parle de contrat d'affermage dans des conditions totalement nébuleuses. Je pense que la seule chose que le président peut faire dans les conditions actuelles, c'est de mettre en place une commission d'enquête indépendante composée de spécialistes qui se chargeront de faire la lumière et de publier un livre blanc là-dessus pour que les Sénégalais soient éclairés.
Alors, Momar, je vous invite juste à suivre la suite de ce journal parce qu'on vient de l'apprendre. Le député maire de Sicap Mermoz a démissionné du bureau de l'Assemblée nationale. Barthélémy Diaz annonce aussi dans la foulée une plainte contre la direction du Parti socialiste. Diaz fils soutient par ailleurs la position de la JDS qui réclame le départ du gouvernement des ministres socialistes. On me fait signe que l'élément n'est pas en place, alors nous y reviendrons dans un court instant. Je voudrais juste en attendant vous inviter à suivre cette guéguerre au Parti socialiste. Les jeunes de cette formation politique ne sont plus sur la même longueur d'onde. Certains sont pour le départ du gouvernement des ministres socialistes, alors que d'autres sont foncièrement contre. Mais qui sont derrière ces jeunes? Allons-nous vers une division du parti le plus structuré de la scène politique au Sénégal? On va suivre ce travail de Lassana Cissé. Les querelles internes, le PS en a presque fait sa marque de fabrique. Cette fois-ci, c'est la présence des ministres socialistes dans le gouvernement qui est au centre des débats. La jeunesse pour la démocratie et le socialisme estime qu'ils doivent quitter, tout le contraire du mouvement national des jeunes socialistes. Babacar Diop est en train de prendre une autre démarche contraire à la direction du parti. Parce qu'il a dit qu'il souhaiterait que les ministres, en l'occurrence Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye, sortent du gouvernement. Alors que ce genre de question a été posé depuis du 1er au 7 août par le secrétariat exécutif national, qui est l'instance le plus élevée du Parti socialiste. On avait posé le débat aux coordinations. Les coordinations, c'est les bases légales du Parti socialiste. Et chaque coordination est en train de se prononcer. Pour la 10e coordination de Grand Yoff, la préoccupation de la JDS est plus que légitime. Je suis tout à fait désolé de ce qui se passe dans notre parti, qui découle en fait de la décision du bureau politique et du SEN, n'est-ce pas, d'amener le parti à aller tout directement avec l'APR. Alors, y a-t-il des responsables derrière ces jeunes? Il se pourrait, parce qu'on est en politique. Tous les schémas sont possibles. Mais même s'il y a des responsables tapis dans l'ombre, j'ai toujours eu l'habitude de le dire. Chacun a le droit d'avoir une ambition. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le courage de son ambition. Ils ne sont pas du tout sponsorisés. Parce que chez nous, comme vous le savez, nous sommes bien structurés. Il y a l'école du parti, n'est-ce pas? Et il y a la formation des militants à la base, n'est-ce pas, qui maîtrisent bien les textes. Le PS a un membre qui joue le rôle de gendarme du parti. Il s'agit du secrétaire national adjoint à la vie politique. Mamadou Wane estime que la position de la JDS est en contradiction avec les textes du parti. Momar, on a l'impression que ça brûle de partout. Même au Parti socialiste, ça ne va plus maintenant. Oui, ça fait très longtemps d'ailleurs qu'au Parti socialiste, ça ne se passe pas très bien, parce que tout simplement, il y a une absence de démocratie interne et il y a une sorte d'intolérance politique qui me gêne particulièrement. C'est-à-dire parce qu'effectivement, quand des jeunes, quand une organisation qui est affiliée quand même malgré tout au Parti socialiste engage une opération politique, je dis bien une opération politique de signature de pétition, je ne vois pas le problème. Chacun peut, dans un parti, estimer que l'orientation prise par la direction n'est pas la bonne. Chacun peut même estimer que les coordinations sont en train de se tromper. On sait comment on forme les coordinations. Parce que pour certains, c'est Khalifa Sall ou le groupe de Khalifa Sall qui est derrière peut-être la JDS. Peu importe qui peut être derrière à partir du moment où il s'agit de problèmes de démocratie interne. Ce qui est inadmissible, c'est qu'une frange des jeunes socialistes favorables à Tanor puissent empêcher physiquement la réalisation de cette pétition. Moi, c'est ça qui me gêne. Ce n'est pas le débat d'idées en tant que tel. C'est qu'aujourd'hui, je regrette que la police n'ait pas correctement fait son travail, parce qu'on a entendu, avant même que le Babacar Diop et ses amis aillent à Kaolack, on a entendu des jeunes socialistes dans les radios menacer de perturber ou de s'en prendre physiquement à Babacar Diop et à ses amis. On leur a rien dit. Et les conséquences maintenant? On va vers une Les conséquences aujourd'hui, c'est que le procureur aurait dû même s'autosaisir pour dire, écoute, il y a menace de trouble à l'ordre public et cette menace a été mise à exécution. Et pour cette raison précisément, ceux qui ont empêché Babacar Diop et ses amis de faire leur pétition à Kaolack devraient être arrêtés et jugés, parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas utiliser la violence physique pour empêcher que des gens expriment leur opinion. Et cela va affaiblir le Parti socialiste, si je comprends bien. Hein. Cela va affaiblir le Parti socialiste. Mais le Parti socialiste est déjà affaibli à partir du moment où aujourd'hui vous avez pratiquement 3 tendances. C'est un parti socialiste qui n'a pas cessé de faiblir depuis 2000. Donc ce n'est plus le parti de 2012. Hein. Le Parti socialiste est parti au départ de Abdou Diouf à 42%. Aujourd'hui, il est à moins de 7% en coalition. Alors si c'est un parti qui ne faiblit pas, il est quoi alors?
il faut quand même que les choses se disent. Maintenant, il y a des contradictions internes que le secrétaire général du parti a le devoir d'organiser, de gérer, de faire en sorte que le parti reste vraiment un lieu de réflexion et non pas un lieu où on impose des idées aux autres. Khalifa Sall apparemment tarde à prendre ses responsabilités pour tirer les conclusions de ce qu'est le Parti socialiste depuis. Le fait aussi d'organiser plus ou moins des jeunes ou de les encourager à se soulever alors que lui reste douillettement dans la direction du parti, cela ne me paraît pas être également une position très confortable en tout cas. Et est-ce que justement pour terminer avec le Parti socialiste, est-ce qu'aujourd'hui le PS ferait mieux quand même de rester dans le gouvernement ou de sortir? Le Parti socialiste n'a pas d'autre moyen que de rester dans le gouvernement au nom de la solidarité gouvernementale. Moi, c'est une position qui peut se comprendre. Quand ils sont partis en coalition, ils ont gagné ensemble, comme le dit très souvent Tanor. Ils ont formé le gouvernement en occupant des responsabilités avec des succès mitigés. Il est normal que moi, la direction du Parti socialiste, dise nous allons. Ça, c'est un point de vue. L'autre point de vue, c'est de dire bon, le Parti socialiste est un parti historique qui a un maillage territorial national et qui devrait prendre son propre destin en main et se présenter. Personnellement, il sera très difficile au Parti socialiste de présenter des candidatures individuelles au sein de son parti, compte tenu du compagnonnage qu'ils ont tissé jusqu'ici, compte tenu de la nécessité d'une solidarité gouvernementale. Mais ceci dit, maintenant, chacun a le droit de se lever au sein du parti et de dire nous ne sommes pas d'accord avec ces lignes. Absolument. Il s'agit d'un débat interne qu'il faut résoudre par des moyens pacifiques et non pas par des moyens de violence. Aussi bien ce qui a été fait lors de la réunion du bureau politique du Parti socialiste qui a abouti à des procès que ce qu'aujourd'hui les jeunes socialistes sont en train de faire contre Babacar Diop et ses amis. D'accord. Juste avant de savoir, est-ce que si tout cela est lié quand même, on va dire, aux élections législatives, on va juste suivre quand même cet élément parce que je le disais en titre, avec le siège du Parti Remi qui a été saccagé samedi dernier par des nervis. Les camarades d'Idrissa Seck étaient en réunion, un militant a été grièvement blessé et plusieurs téléphones portables volés. Les dégâts sont évalués à 5 millions de francs CFA. On voit ça avec Khadim Baye et Libas Landir. Le siège du Parti Rewmi repense ses blessures. Théâtre d'affrontement samedi lors d'une réunion pour la marche du 14 octobre. Un acte de sabotage, selon les responsables trouvés sur place ce matin. Bon, c'est un acte de sabotage. Bon, je sais que c'est des bandits, parce que rien qu'à les voir, tu sens que ça, ce sont des agresseurs. Ce sont des personnes inconnues du parti. Moi, je connais tous les responsables du parti au niveau de la région de Dakar. Mais c'est des gens que je venais de voir pour la première fois. Ils étaient armés, hein. Ils étaient armés parce que lorsque la bagarre a commencé, ils ont sorti des coups de coupe, voilà. Et que quelqu'un parmi les jeunes du parti, et actuellement, il est à l'hôpital. D'importants dégâts matériels, malgré l'intervention des forces de sécurité. Le dommage est évalué à 5 millions de francs CFA. Bon, environ 5 millions. Environ 5 millions parce que bon, la permanence a été réhabilité pratiquement il n'y a même pas un an. Et tout ce qui est là, c'est du matériel neuf. Les employés du siège ont été malmenés par les nervis. Ils sont aussi victimes de vols de téléphones portables. C'est du moins leur version. Oui, il y a eu des cas de vol et d'agression. On a volé de l'argent. Les nervis qui étaient là, il y avait plus de 50 nervis. Et ils ont volé des téléphones portables et de l'argent de nos militants. J'ai eu quelques égratignures ici, au pied, parce qu'il y avait une bagarre rangée entre nos militants et les nervis. Et ça s'est un peu mal passé. Il y a eu beaucoup de blessés que nous avons évacués à l'hôpital. Et puis ça s'est passé comme ça, quoi. Le président du Rewmi, Idrissa Seck, fera une déclaration dans les jours à venir sur cette affaire. Une enquête est en cours. Khadim Baye, en attendant, on va suivre la déclaration de Oumar Sarr, coordinateur du Parti démocratique sénégalais, par ailleurs porte-parole du jour de Manko Wattu Sénégal. C'était cet après-midi, on va dire même en fin de soirée, en début de soirée autant pour moi. Et Oumar Sarr est au micro de notre stagiaire Koumba Guissé. C'est ce verrou que le gouvernement vient de faire sauter en modifiant unilatéralement la loi pour permettre ainsi la radiation d'office des électeurs de l'opposition. L'entêtement du gouvernement, soutenu par sa majorité au Parlement, à vouloir radier automatiquement tous ceux qui figurent dans le fichier et qui n'ont pas confirmé leur volonté d'y demeurer, fait peser un lourd soupçon sur sa volonté de procéder
à une radiation de grande ampleur et d'électeurs dans les zones réputées favorables à l'opposition et à des incorporations massives d'électeurs dans les zones réputées être favorables au parti de la majorité présidentielle. C'est pourquoi les partis du Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, appellent les Sénégalaises et les Sénégalais à mener la lutte pour contraindre le gouvernement à respecter le consensus électoral. Et Momar Seyni, pour terminer, sommes-nous en campagne électorale? Mais on est en pré-campagne. On est en pré-campagne pour les prochaines législatives. Le problème qui se pose, c'est que cette campagne est assez tôt. Elle vient vraiment de manière assez matinale, si je puis dire. On aurait pu quand même attendre d'être à 1 ou 2 mois des élections. Mais là, les choses sont parties depuis que le président a décidé de ne pas réduire son mandat. Et depuis, il y a eu plein de choses qui sont survenues, comme le problème du pétrole. Et malheureusement, le 28 mai, le président avait engagé un dialogue inclusif qui pouvait effectivement être source d'espoir. Parce qu'à force de voir ça, on regrette que le dialogue est tombé à l'eau. Hein. On regrette quand même que ce dialogue n'ait pas été poursuivi et qu'on ne soit pas allé plus loin. Le terrain électoral, en tout cas les opérations électorales, étaient un terrain favorable pour tester grandeur nature la qualité de ce dialogue plutôt. Mais malheureusement, tout cela s'est terminé en queue de poisson. Et on a entendu Massar tout de suite également dans sa déclaration, dire qu'il ne comprenait pas vraiment la position du gouvernement concernant un peu ce fichier électoral aussi. Non, la volonté du gouvernement de faire de ce fichier un nouveau fichier, un fichier réaménagé plus ou moins partiellement, me paraît être une très bonne chose. Parce qu'effectivement, il existait depuis très longtemps un noyau dur d'à peu près 1 million d'électeurs, entre 800 000 et 1 million d'électeurs, qui faussait un tout petit peu l'estimation du taux d'abstention. Malheureusement, on l'a fait un peu tard, parce que le président, on aurait dû le faire juste après les élections de 2014, et puis commencer à travailler sur le fichier. On est en train de nous acheminer vers de nouvelles élections en juin 2017 et on pourra difficilement refaire une refonte même partielle, livrer les cartes d'identité à temps, ça va être extrêmement difficile. Ce sera une sorte de course contre la montre qui me paraît déjà entravée ou entamée. Certains agitent même quand même au report de l'élection législative. Oui, mais ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas reporter les élections. Il y a un calendrier républicain, un calendrier électoral qu'on ne peut pas de toute façon reporter. On ne peut pas nous permettre aujourd'hui, dans la situation du Sénégal, de laisser l'Assemblée nationale encore rester pendant 2 ans. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, en ce qui concerne les élections, il n'y a qu'une seule chose qui me paraît difficile à concevoir, c'est le principe de la confirmation. Pourquoi le principe de la confirmation, moi, personnellement, me laisse un peu pantois? C'est parce que tout simplement, tout citoyen sénégalais a vocation à demeurer dans le fichier. Quelqu'un qui a vocation à demeurer dans le fichier, on ne peut pas lui poser la question de savoir s'il veut y rester ou il ne va pas y rester. Au contraire, la campagne de communication qui est en train d'être menée est une bonne campagne, elle est assez crédible d'une manière générale, mais elle devrait plutôt mettre l'accent à encourager les citoyens à aller s'inscrire et non pas à leur poser des questions. S'ils sont d'accord ou pas. S'ils sont d'accord ou pas. Mais c'est comme si vous demandez à votre fils est-ce qu'il est d'accord de rester dans la maison ou pas. Exactement, c'est comme si vous dites, cher, vous demandez à votre fils, à votre cousin, est-ce que vous voulez rester à la maison ou vous voulez partir? Alors qu'il a vocation à rester à la maison. Je pense que de ce point de vue-là, il y a beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi le principe de la confirmation, ça va allonger le processus d'inscription sur les listes électorales et au fond, ça va créer un problème pour rien parce que de toute façon, tout Sénégalais, citoyen sénégalais jouissant de ses droits civiques et politiques majeurs a vocation à rester dans le fichier électoral. Pour moi, cette question n'est pas utile. Elle me paraît même, sous certains aspects, assez superflue. Merci infiniment à vous, Momar Seyni Ndiaye. Il était vraiment question quand même de revenir un peu avec vous sur tout ce qui s'est passé le week-end, avec bien entendu toutes ces plaintes que l'on entend de part et d'autre. L'actualité politique est très très mouvementée et on va aussi vers des élections. C'était normal pour nous donc de poser le débat ce soir et puis de voir un peu comment tout cela devrait se terminer. Merci infiniment à vous, Momar Seyni. C'est à moi de vous remercier, cher. Je rappelle juste que vous êtes analyste politique. Voilà, c'est ça. Je suis journaliste politique d'abord. D'accord. Notre confrère, doyen aussi. Ce 10 octobre coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la santé mentale, l'occasion saisie par la rédaction de la 2STV de s'interroger sur le nombre important de malades mentaux. Qu'est-ce qui explique ce fléau? Y a-t-il un lien avec la forte consommation de drogue? Est-ce que le chanvre indien y est pour quelque chose? Élément de réponse dans ce sujet de Fatou Niang et Ibrahima Diané. Le constat est là.
Aujourd'hui, beaucoup d'individus deviennent subitement fous sans raison. Et pour la plupart, ce sont des jeunes. Certains de leurs camarades essaient de définir en quelques mots les causes de ce phénomène. Je pense nettement que c'est dû au fait que les jeunes n'ont pas du travail. Parce qu'on est au Sénégal. Celui qui ne travaille pas n'a pas de parole chez lui. Donc on est un peu délaissé, donc laissé à lui-même. Ce qui nous pousse souvent à aller fumer, prendre de la drogue. Je pense que c'est dû à un désespoir parce que la plupart des jeunes, après leurs études, ont l'espoir de trouver un travail pour s'en sortir. Il manque juste l'aide sociale, un entourage qui peut les aider à faire face à certains problèmes. Ce jeune qui insiste sur la consommation du chanvre indien nous fait part d'une anecdote. J'ai une fois été en Gambie, j'avais des amis, c'était en 2002, moi je faisais la CM2. Mais quand je suis revenu en 2004, j'ai trouvé beaucoup de mes amis qui sont tombés dans la drogue et qui sont devenus complètement fous. Le docteur Boissy, médecin spécialiste, nous parle de plusieurs aspects comme étant la cause de ce fléau. Beaucoup de malades mentaux qui errent dans les rues ont la schizophrénie. Il existe cependant d'autres cas causés par l'utilisation de la drogue qui provoquent des bouffées délirantes. Il y a aussi la paranoïa et l'épilepsie. Au docteur de poursuivre qu'il existe d'autres causes telles que la déception, le stress, le traumatisme, entre autres. Il a également évoqué le fait qu'au Sénégal, certaines personnes bien portantes physiquement et intègres sont des malades mentaux à l'insu de tous. Ça alors, ils sont plus de 2000 à errer dans les rues. Des malades mentaux qui sont laissés à eux-mêmes, une situation que déplore le président de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux. Selon lui, l'État doit faire quelque chose le plus rapidement possible. Il animait une conférence de presse ce matin sur le thème santé mentale au Sénégal, besoins et perspectives. En Soumana Dione que nous écoutons avec Fatou Niang. La situation des malades mentaux est plus que catastrophique. Il est vrai que nous sommes toujours optimistes. Nous resterons optimistes quant à l'avenir des malades mentaux. Personne ne connaît le nombre de malades mentaux au Sénégal. Mais nous, Assam, nous connaissons le nombre de malades mentaux errants qui se trouve être 2192. Le gouvernement doit s'atteler à faire respecter les droits des malades mentaux. L'État devra faire de sorte que les malades mentaux aient accès aux soins et aux médicaments en ouvrant des centres de santé mentale dans les hôpitaux du Sénégal. Le gouvernement doit s'atteler à former des techniciens supérieurs en santé mentale pour combler le vide en personnel soignant. Ce problème de l'errance des malades mentaux ne peut être résolu que par l'Assam à travers son centre de Kaolack qui doit être restitué à l'Assam. Ces malades mentaux qui sont dans les prisons, leur place, ce n'est pas en prison. À l'instant, les propos de Ansoumana Dione, le président de l'Assam. Les défenseurs du littoral gardent toujours espoir. L'architecte Pierre Goudiaby Atepa s'est dit plus que jamais déterminé à poursuivre le combat. Toutefois, il confie être disposé à offrir son savoir-faire gratuitement pour l'embellissement de la corniche ouest. Un engagement très bien apprécié par les habitués de cette corniche. C'est un sujet d'Ibrahim Djedjou et Mohamed Ndiaye. Des images qui en disent long sur l'ambitieux projet proposé pour le littoral sénégalais. Une corniche de cette image, c'est le véritable rêve de la perle. Dans sa lutte pour la préservation du littoral, la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral, avec à sa tête son architecte Atepa, offre gracieusement ce bijou au peuple sénégalais. Nous avons dit que sur l'espace de la corniche, qu'il faudra aménager un tiers et laisser les 2 tiers pour les populations. Et même l'aménagement du tiers doit répondre à des critères très précis. La vue de la mer, cette vue-là doit être imprenable. L'accès aux plages et au bord de mer doit être possible pour tous. Atepa et compagnie se veulent pragmatiques et visionnaires. Ce projet de plan d'aménagement prend en compte tous les aspects, comme illustrent ces images, et va aussi régler de nombreuses préoccupations des Sénégalais et des environnementalistes. Donc, encore une fois, nous, la perle, nous venons, nous donnons des idées, nous essayons de les faire matérialiser pour le plus grand nombre
Et encore une fois, parce que je connais mes compatriotes, ah oui, il est tellement malin, il veut maintenant aménager la corniche, il va se faire encore de l'argent. Non, c'est un cadeau. Nous l'offrons parce que nous avons dit que la perle, nous avons un combat, il faut que les gens nous comprennent. Nous voulons un environnement sain, nous voulons un environnement beau. Donc, encore une fois, oui, c'est gratuit ce que nous faisons. Ce projet n'est pas encore validé par l'État du Sénégal, mais déjà à la Corniche Ouest, il est fortement attendu. Les populations apprécient le parcours sportif réalisé par la mairie de Dakar, mais pensent que le projet de Atepa tel que décrit et présenté est plus complet et souhaitent sa mise en œuvre rapide. Nous voulons notre projet. Nous appelons à Pierre Gouyabi Atepa de réaliser ces projets le plus vite possible. On apprécie vivement ce genre d'aménagement parce qu'on ne peut pas laisser une corniche comme ça. Je pense qu'il faut apporter des améliorations allant dans le sens quand même d'accompagner les citoyens dans le cadre de leurs activités sportives et dans le cadre du maintien de leur qualité de vie. Nous, ce que nous disons, c'est que Ken du tardel. Ça fait 2 ans qu'on attend les architectes pour qu'ils fassent le concours, ils ne l'ont pas fait. Nous sommes venus, nous avons travaillé et nous avons mis ça à la disposition des autorités. Ils apprécient un tel projet et espèrent sa validation et sa mise en œuvre rapide afin d'éviter le bradage foncier noté le long du littoral et surtout à la Corniche Ouest. Une corniche qui, selon eux, doit rester toujours un patrimoine commun. Toujours dans l'actualité, la brigade départementale du service d'hygiène de Dakar a entamé aujourd'hui la campagne de saupoudrage pour désinfecter les écoles. C'est la commune de Point-E, Fan, Amitié, qui a ouvert le bal. Les soldats de l'hygiène ont profité de l'occasion pour sensibiliser les élèves sur certaines maladies transmissibles comme le paludisme et les maladies diarrhéiques. Les explications de Lajmalik Sissé et Mohamed Ba. L'adjudant-major Alangom en pleine action de sensibilisation. Sous un arbre, il explique aux élèves les techniques et méthodes de prévention contre le paludisme et les maladies diarrhéiques. Il faut se laver les mains avec du savon avant de manger et à la sortie des... Et c'est parti pour l'opération de désinfection et de désinsectisation. Nous sommes à l'école élémentaire Point E2. Ici, les salles de classe, la cour de l'école, les toilettes, tout est désinfecté. Rien n'a été laissé en rade. Objectif, maintenir et améliorer la santé des élèves. Les élèves, c'est des vecteurs de communication. Ils ont la charge de relayer l'information au sein de leurs parents. Vous savez, l'enseignement dans l'école, ce n'est pas uniquement les apprentissages, les enseignements, mais également c'est la santé des enseignants, mais également la santé des sachants. Et le service est là pour répondre à ce besoin social extrêmement important. C'est heureux de souligner que la mairie de Fano a libéré sa contrepartie. Et l'État aussi a fourni des moyens importants en termes de produits de qualité, mais également de quantité. C'est une action de salubrité que aussi bien le maire que le conseil municipal apprécient à sa juste valeur, car la santé de nos enfants n'a pas de valeur. Cette campagne de saupoudrage va se poursuivre. Elle fait partie du programme Fagaru. Les daras et les lieux de culte seront également investis. Nous allons poursuivre cette offensive de prévention dynamique en investissant les daras et les mosquées et les églises. Donc il n'y a pas une cible essentielle qui sera oubliée. Toutes les cibles potentielles seront investies par nos équipes légères d'intervention. La brigade départementale du service d'hygiène de Dakar a fait le tour des 7 écoles primaires de la commune de Point-E, Fan, Amitié. En plus des atomiseurs et véhicules d'intervention, 12 agents d'hygiène ont été mobilisés. Un reportage signé Lajmalik Sissé et Mohamed Ba. Et de deux, nous reparlons du député maire de Sicap Mermoz qui démissionne du bureau de l'Assemblée nationale. Barthélémy Diaz annonce aussi dans la foulée une plainte contre la direction du Parti socialiste. Diaz soutient par ailleurs la position de la JDS qui réclame le départ du gouvernement des ministres socialistes. Les précisions d'Assokan John. Une cascade de nouvelles a marqué la conférence de presse tenue cet après-midi par le maire de Sacré-Cœur Mermoz. Barthélémy Diaz porte plainte contre la direction du Parti socialiste pour faux et usage de faux. Donc nous avons décidé aussi de traduire en justice la direction du parti qui a fait du faux et usage de faux dans la circulaire qu'ils ont initiée pour saisir les coordinations. Aux Parcelles Assainies, il n'y a eu aucune assemblée générale pour que la coordination des Parcelles Assainies se prononce si oui ou non elle veut rester dans la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est exactement ce qui s'est passé à Khombol, c'est ce qui s'est passé à Yoff,
C'est ce qui s'est passé presque partout dans le Sénégal. Ils ne s'en limitent pas là. Barthélémy signe et invite tous les militants du Parti socialiste à signer la pétition de la JDS qui consiste à détacher leur parti de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il est temps de sonner proprement la direction du Parti socialiste pour qu'elle comprenne définitivement que nous ne sommes dans aucune logique de reculer. Ce parti ne sera pas vendu, il n'est pas à vendre. Ce parti ne sera pas mis en gage, il n'est pas à être mis en gage. Et ce parti ne cautionnera pas le bilan du président Macky Sall. Et ce parti ne s'engagera pas non plus à soutenir le président Macky Sall pour un second mandat. Parce que c'est ce que... Par ailleurs, sachant que l'aboutissement de cette pétition qui a d'ores et déjà des adhérents estompera ses avantages de poste au sein du gouvernement, il réitère son adhésion. Barthélémy démissionne du bureau de l'Assemblée nationale. Donc en démissionnant du bureau de l'Assemblée nationale, je renonce à mes avantages et à mon rang de ministre. Et je pense que cela peut, de mon humble point de vue, consister à être un exemple pour les ministres et d'autres responsables du parti qui ont des postes, voire des avantages liés à leur participation au sein de la coalition. Je voudrais dire que je demeure député pour le compte du peuple sénégalais et pour le compte de mon parti. Rappelons que la marche du 14 octobre prochain se fera avec ces militants du Parti socialiste, une marche qui a pour objectif de dénoncer ce qu'ils qualifient de dérive et abus de pouvoir. En bref, au Mali, je vous disais en titre, les circonstances de la mort de Cheikh Aoussa qui restent incertaines. Le numéro 2, comme vous l'avez actuellement sur ces images, chef d'état-major général du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, a été tué hier. Il est mort dans l'explosion de sa voiture, affaire que nous suivons de très près. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Et puis vous le savez, la 2STV a été nominée au TV Awards, Eutelsat, pour soutenir votre chaîne préférée. C'est très simple, allez sur notre site internet www.2stv.net et cliquez sur voter automatiquement. Vous serez transféré sur le site, ou vous êtes transféré même sur le site de Eutelsat et vous cliquez à nouveau sur voter 2STV. Et c'est tout. Merci d'avance. Nous invitons même tout le monde à soutenir la télévision autrement. C'est la seule télé nominée au Sénégal et c'est une fierté bien entendu pour le Sénégal. Dans ce cas, nous vous invitons bien entendu à soutenir la télévision autrement. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette édition. L'info revient demain à 13h. C'est en Wolof. Quant à moi, je vous dis à demain soir, comme chaque soir. Et bonsoir.